Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. La situation sociopolitique de notre pays semble être une préoccupation majeure et pour les Togolais et pour la communauté internationale qui, il y a une semaine, insistait encore sur la nécessité d'un dialogue pacifique en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles et qui permettent donc de renforcer la démocratie au Togo. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en recevant le Premier ministre Selom Klassou en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, a encouragé les acteurs politiques à s'engager dans un dialogue constructif dans le cadre des discussions sur les réformes politiques. Ces multiples appels interviennent au lendemain du vote à l'Assemblée nationale sur le test constitutionnel. Alors, comment sortir aujourd'hui de cette nouvelle crise politique qui s'enlise désormais avec son lot de manifestations et de violences? Le dialogue politique resterait-il le seul moyen pour parvenir à calmer les tensions? Ce sont là les questions qui se posent aujourd'hui. Jeudi dernier, nous recevions sur ce même plateau le président du groupe parlementaire UNIR, Christophe Tchao. Et par souci d'équilibre dans le contexte actuel un petit peu tendu, il faut le dire, notre invité du jour, Tikpi Achadam, président du PNP, Parti national panafricain. Tikpi Achadam, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. À vous auditeurs, bienvenue. Taxi Presse. Taxi Presse de ce jeudi, juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine, Chronique de la semaine, Le Changement, Flambeau des démocrates, Togo Matin, Le Perroquet et le bi-hebdomadaire Le Correcteur. Taxi Presse. Taxi Presse de ce matin, notre invité, on le disait, le président du PNP, Tikpi Achadam. Tikpi Achadam, rebonjour. Bonjour. Comment se porte aujourd'hui le PNP depuis, je veux dire, quelques semaines? Le PNP se porte bien. J'en suis ravi et je pense qu'on peut le constater. Le PNP se porte très bien d'ailleurs. Vous continuez pas à tenir vos meetings hebdomadaires? Oui, les réunions hebdomadaires continuent. Il y a même plus de monde qu'avant. Et chaque samedi, nous continuons par faire réunir un public énorme. Et désormais, il y a les journalistes qui font un tour là-bas pour voir ce qui se passe et pour en parler dans leurs journaux. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait tout ça? Comment vous avez construit tout ça? Parce qu'aujourd'hui, dans certains milieux, on nous dit que vous êtes venu hier, là. Personne ne vous a vu venir. Comment vous avez fait qu'en très si peu de temps, vous avez pu mobiliser des Togolais de cette façon? J'ai toujours rappelé que si le PNP est une nouvelle formation politique, ceux qui ont fondé le PNP sont loin d'être des nouveaux acteurs politiques dans ce pays. Il y a longtemps que ceux qui ont fondé le parti politique, le PNP, ont suivi pour la plupart
Les gens ont été acteurs de la vie politique depuis 1987. Et c'est sur une analyse très précise, une évaluation de la situation, donc du contexte dans lequel on se trouvait, que nous avons lancé le PNP et nous en avons tenu compte pour la stratégie qui nous a amenés aujourd'hui à d'abord commencer dans notre salle de conférence à réunir une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Après, à l'arrière-cour, une centaine de personnes et maintenant nous sommes dehors. Ce n'est plus possible de tenir à l'intérieur. Oui, je pense que les formations que nous avons organisées au niveau de notre siège et au niveau des sièges à l'intérieur du pays, oui, ces formations ont payé. Nous avons essayé de sortir certaines thématiques des amphithéâtres, des grands salons, des grandes salles de conférence pour les mettre dans le bas quartier. Des questions sur la Constitution, des questions sur l'histoire politique du Togo, des questions sur le budget par exemple, les finances publiques, sur comment est-ce que les marchés publics sont attribués, sur le système éducatif, sur le système sanitaire. Oui, c'est des questions concrètes qui s'adressent aux populations et nous le faisons aussi, en plus de la langue française, nous le faisons en langue et nous pensons que ça a contribué à la mobilisation que nous avons aujourd'hui. Heureusement, cette mobilisation aujourd'hui devient nationale. Et ce n'est pas en 9 mois que vous avez fait ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Depuis que nous sommes nés, le 19 avril 2014, nous avons commencé ce travail ici à Lomé, à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu orphelin de votre secrétaire général, qui est à la prison. Oui, c'est triste. C'est triste. En plus du secrétaire général, nos militants sont arbitrairement détenus. C'est quoi leur faute? Ils sont sortis manifester pacifiquement. On les arrête. Vous avez vu ce qui s'est passé au tribunal de Lomé. Le collège des avocats a démonté le dossier. Ce n'est pas pacifique ce que nous avons observé au niveau de l'échangeur ce 19 et 20 août dernier. Tout le monde sait tout le monde sait que c'est le fait du pouvoir. Tout ce que l'on vous raconte n'est que mensonge. Tout le monde sait que ce régime a été bâti sur la violence, de l'argent et du mensonge. Tout le monde le sait et ça ne trompe personne. Ni les Togolais, ni les Africains avisés, ni les amis du Togo de l'Afrique. Tout le monde sait que ce système joue du mensonge. Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils racontent est du faux. Alors, vous déclariez sur TV5 Monde au début des manifestations que votre sécurité n'est plus garantie, que vous craignez pour votre vie. Apparemment, vous n'êtes pas dans le maquis puisque vous êtes avec nous ce matin. Sérieusement, Tikpi Atchadam, votre sécurité était-il menacée ou vous vous mettez tout seul la pression? Même les maquisards ne sont pas en permanence dans le maquis. De temps en temps, on quitte le maquis. Même les Che Guevara quittaient le maquis de temps en temps. Au fait, nous ne l'avons pas dit par une idée de pur esprit. Non. Vous avez des éléments réels? La ronde autour de ma résidence est de jour et de nuit et elle est permanente. Quand vous venez chez moi, vous êtes filés. Tous les journalistes qui sont venus chez moi discuter de la situation avec moi, donc la presse étrangère et nationale, chaque délégation est suivie jusqu'à mon portail. La nuit, je vois défiler de véhicules banalisés qui viennent jusqu'au niveau de la sécurité. Et quand je sors, je suis filé. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça, c'est du concret. Et ce régime, on le connaît. On ne vient pas d'arriver au Togo, là. Nous connaissons ce système. Et c'est sur des éléments concrets que j'ai dit, que j'ai affirmé que ma vie était en danger. Mais ce n'est pas une raison pour disparaître. C'est pour cela que de temps en temps, je dois réapparaître pour continuer la lutte, pour soutenir cette lutte du peuple togolais. Oui, le peuple s'expose aussi et chacun doit à un moment donné, à un moment ou l'autre s'exposer. En même temps, vous savez ce à qui vous avez affaire. Oh, bien sûr. Si vous décrivez le régime comme cela, vous ne devez pas avoir peur, vous devez les affronter. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en retrait finalement? Parce que de temps en temps, il nous revient que vos militants ont le sentiment que vous les abandonniez. S'ils avaient le sentiment que je les avais abandonnés, ils ne continueraient pas à affluer à la réunion de samedi. Donc ce n'est pas exact. Deuxième élément. Vous tenez cette réunion vous-même? Je ne tiens pas la réunion moi-même, même le parti continue. S'ils avaient été déçus que leur président les avait abandonnés, ils ne seraient pas encore là à venir aux réunions. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, à la veille de chaque marche, chaque manifestation, je sors une déclaration. Je continue de parler aux Togolais, je continue de parler aux militants du PNP. Donc, on ne peut pas dire que j'ai disparu, on ne peut pas parler même d'absence. Je suis là. La preuve, je suis en train de vous parler encore. Tikpi Atchadam, on a écouté les autorités durant ces dernières semaines. Le PNP est présenté comme un parti intégriste, islamiste.
Que répondez-vous? C'est quoi le PNP dans le fond? Je n'ai pas à réagir aux niaiseries. C'est de la niaiserie intellectuelle. Non, on ne va pas parler de niaiserie intellectuelle, mais il y a un fait. On vous accuse d'un parti ou de créer un parti intégriste islamiste. Le problème est simple. Le RPT UNIR veut avoir des ennemis en face. Quand il regarde le PNP en face, il trouve des adversaires politiques qui les attendent sur le terrain du débat intellectuel. Et ça les met mal à l'aise. Ils veulent coûte que coûte un ennemi à abattre. Voilà pourquoi ils passent par tous les moyens pour nous armer. Ils nous remettent des armes, nous n'en voulons pas. Quelle arme? Le RPT UNIR veut armer le PNP. Quelle arme? Et c'est pour ça qu'ils brandissent les armes, soi-disant, et armes arrêtées, armes récupérées, des membres du PNP avec des armes, ainsi de suite. Nous avons croisé les bras pour une lutte pacifique, mais ils veulent nous tendre une arme. Nous n'accepterons pas. Nous avons mis pendant 2 ans et plus à former nos militants au pacifisme. Mais ce régime veut nous armer. Nous n'en avons pas besoin. Quand vous parlez d'intégrisme, vous savez, il faut avoir lu aussi sur l'histoire des religions. Il faut avoir lu aussi sur la guerre des religions. Il faut s'instruire sur l'islam africain, l'islam négro-africain, pour savoir de quoi on parle. Maintenant, on ne devient pas intégriste du jour au lendemain. L'islam togolais n'est pas un islam d'intégriste. Et je vous l'ai toujours rappelé, j'ai grandi dans un milieu thème où vous avez côte à côte des églises et des mosquées et ça n'offusque personne. Des minas, des évêques chrétiens, de Lomé, d'Aného, de Tchévi ont étudié à Sokodé sans avoir eu un problème religieux. Pas une seule fois. Alors d'où vient aujourd'hui que l'on taxe l'islam du Togo comme étant un islam intégriste? Est-ce que vous comprenez justement qu'on vous présente comme tel aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez ça? Je venais de vous dire que une RPT veut avoir en face un ennemi à abattre. Ils veulent se faire une guerre. Ils veulent se faire leur guerre. Nous n'en avons pas besoin. Et quand nous nous présentons en pacifistes, ils sont dérangés. Ça déjoue tout leur plan. Parce que c'est leur terrain, la violence. Le terrain de la violence, c'est leur terrain. Et comme ils ne nous voient pas sur ce terrain, ils sont mal à l'aise. Ils veulent coûte que coûte nous mettre sur leur terrain, là où ils sont très à l'aise. Mais il y a quand même plusieurs audios qui ont circulé entre-temps sur les réseaux sociaux, des gens qui se réclament du PNP, qui appellent, c'est vrai, à la manifestation, aux manifestations, mais aussi à la violence et consorts. Qu'est-ce qui a englouti les ressources de ce pays? En même temps, vous n'avez jamais démenti. Si, j'ai démenti. J'ai démonté ce montage macabre, ce montage rigolo que l'on a exploité. Faux et usage de faux, ces images que l'on a utilisées, oui, j'ai démontré, images à l'appui, et à la presse nationale et à la presse internationale. Mais qu'est-ce qui a englouti les ressources de ce pays pour qu'on n'arrive pas au développement aujourd'hui? C'est les renseignements, c'est le coût de la manipulation politique. Mais écoutez, pourquoi quand on se met à faire de la politique, on n'a pas en face le RPT UNIR, on a en face le ministre de la Sécurité, les gendarmes, la police et l'armée? Pourquoi? Dans quel pays vous avez vu ça? Un parti politique n'a pas en face le parti au pouvoir, mais il a en face l'armée et la police. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, le PNP a en face le ministère et la sécurité. Nous devons avoir en face un parti politique. Mais comme c'est un parti État, oui, donc nous avons en face tout l'arsenal étatique. Et vous savez que le travail qui est fait là-bas, c'est du montage. Eux-mêmes, ils le savent. Si vous les prenez en aparté, ils vont vous dire, écoutez, nous sommes obligés de faire ce montage. Ils savent que tout ce qu'ils racontent est faux. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Alors, ça fait quand même 6 semaines, que vous mettez cette pression sur le pouvoir de Faure Gnassingbé. Que recherchez-vous réellement? Créer le rapport de force ou obtenir pur et simple départ de Faure Gnassingbé du pouvoir? Vous savez, je l'ai dit, aujourd'hui, ce qui a commencé le 19 avril 2017 est tombé dans le domaine public de l'opposition. Et aujourd'hui, on peut même parler d'un éveil national. C'est-à-dire que c'est à l'unisson que tous les Togolais sont debout aujourd'hui, de Saint-Cassé à Anéro et dans la diaspora, pour réclamer le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Et si le pouvoir n'accède pas à cette demande, il doit partir. Voilà ce qu'on demande et c'est très clair. Mais avez-vous vu dans un pays... Non, pour mieux comprendre, c'est-à-dire qu'au début, vous dites, vous ramenez la Constitution de 92, vous permettez à la diaspora de voter. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire les deux, vous quittez le pouvoir, c'est ça? Je reprends ce que j'ai dit. Allez-y. Le PNP a toujours réclamé le retour à la Constitution de 1992.
l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Et si Faure n'est pas accessible à ça, il doit quitter le pouvoir. Aujourd'hui, il n'est pas accessible au retour de la Constitution de 92. C'est pour ça que le peuple demande son départ. Parce qu'il n'a pas réagi. Quand nous parlions de réforme, il n'a pas réagi. Il est allé chercher à nous proposer une monarchie, une nouvelle constitution. C'est pour ça que nous nous sommes dit, écoutez, puisqu'ils sont dans la logique d'une nouvelle constitution, eh bien, ce sera leur constitution contre la nôtre. Donc, il nous ramène à la constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. S'il n'est pas perméable à ça, eh bien qu'il quitte. Mais qui est prêt à accepter une monarchie en ce moment? Qui vous a dit que nous sommes dans une monarchie? Je suis en train de vous dire que la constitution qu'on allait nous proposer était une monarchie. Ils étaient en train de nous proposer une monarchie. Quand on demande, ça a été la demande de l'opposition depuis des années. Les éléments caractéristiques de la monarchie, c'est quoi? C'est le pouvoir de père en fils et dans la durée. Aujourd'hui, on veut limiter le mandat présidentiel. On veut offrir aux Togolais la possibilité de voter 2 fois pour le chef de l'État. On vous parle de compteur à 0. Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qui fait que Faure a été président en 2005? Sa seule légitimité, c'est qu'il était le fils d'Eyadema. C'est tout. Légitimité par simple filiation. Légitimité par filiation, c'est tout. Et il a eu besoin d'être là, d'être président en 2005 pour être encore président en 2010. Oui. Et il veut continuer, c'est tout. Il veut diriger à vie. Mais écoutez, nul n'est dupe. Ils ne veulent pas de l'alternance. Tout ce qu'ils avancent n'est qu'argutie. Ils ne veulent pas de l'alternance. Vous ne croyez pas du tout? Non, ils ne veulent pas de l'alternance et c'est clair, eux-mêmes le savent. Nous débattons pour rien finalement. La crise de confiance est tellement poussée qu'aujourd'hui vous ne croyez en rien du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà un régime qui ne respecte pas des accords signés. Voilà un régime qui ne connaît pas la parole donnée. Voilà un régime qui viole des accords signés. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Il ne nous croit plus. La parole donnée, c'est par leur Faure. Et Faure disait, plus de morts pour cause politique, mais on continue de tuer. Mais il a dit, on continue de tuer. Le PNP a enterré des militants. Aujourd'hui, des gens sont arrêtés et détenus arbitrairement. Nous n'y croyons pas. Mais pourquoi subitement? Mais qu'est-ce que ce régime faisait depuis 11 ans? Depuis la conclusion de l'accord politique en 2006. Qu'est-ce qu'il faisait depuis là? Si ce n'est allé nous proposer la monarchie. Si au moins ils s'étaient limités à ne pas mettre en œuvre l'accord politique, ils disent non, nous allons vous proposer une monarchie et on va mettre le compteur à 0. C'est inacceptable. Et le peuple togolais n'est pas prêt à accepter ça. Et vous l'avez vu dehors, la preuve est concrète. Ce n'est pas une vue de l'esprit là. Tout à l'heure, on va aborder la question principale de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a un peu plus de 10 jours maintenant, avec le vote de cette loi que le gouvernement a envoyée à l'Assemblée nationale. Mais on a vu que lors des manifestations, beaucoup de Togolais étaient dans la rue. Après, on a vu que le pouvoir aussi a mis dans la rue ses militants. Alors quand on fait la comparaison, chacun a son peuple. Pourquoi vous parlez de tout le Togo finalement? Oui, chacun a son peuple. Mais j'imagine que une minorité qui s'accapare les richesses du pays ne peut pas avoir le peuple. C'est logique. Maintenant, il y a une différence entre les manifestations. D'un côté, on vient en bus, bien véhiculé, on reçoit 5000 par tête, et puis on ne craint pas la police, on ne craint pas la répression. De l'autre, les gens viennent volontairement, ils ne reçoivent pas un seul franc, et c'est même là qu'ils sont plus nombreux. L'opposition a manifesté à l'intérieur du pays, à Dapaon, à Mango, à Kara, à Bafilo, à Sokodé, à Tchamba, à Palimé, à Agné et à Lomé, dans la diaspora de par le monde. Où est-ce que l'UNIR RPT a manifesté? Seulement dans un coin de Lomé, à coût de millions. Et c'est même marché pour certains du UNIR. Mais n'oubliez pas, le travail que nous faisons contribue aussi à libérer les candidatures au niveau de UNIR. Ils sont des dizaines. Ils n'ont rien demandé. Ils ont des dizaines. Si aujourd'hui le pouvoir s'en va, vous allez voir des dizaines de candidatures à la présidentielle dans le camp de UNIR. Mais aujourd'hui, vous avez des informations par rapport à ça, sérieusement? Ils veulent que vous veniez aussi les libérer? Nous travaillons à c'est pour ça que c'est dérangeant. C'est pour ça que nous sommes frustrés. Nous travaillons même à les libérer.
Ils nous empêchent de bien travailler. Ils nous tuent en plus. Si fort se met de côté, vous allez voir le nombre de candidatures à unir. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Donc nous travaillons aussi à libérer des candidats au niveau de unir. Ils le savent. Mais pourquoi ils nous empêchent de faire un travail d'intérêt général pour eux et pour nous? Pourquoi ils nous tuent? Pourquoi ils nous emprisonnent? Pourquoi ils tirent à balles réelles sur nous? On vous tue? Il y a eu des morts, ce n'est pas nouveau, ça c'est pas moi qui vous informe. Vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres. Ils pourchassent les gens jusque dans les mosquées. C'est quoi cette histoire? Quand je sors pour manifester, pour unir, je ne crains rien. Mais quand je sors pour manifester pour l'opposition, je ne suis pas sûr de revenir à la maison. Deux poids, deux mesures, ça n'a pas de sens. Il faut respecter les itinéraires tels que conseillés par le gouvernement. Et le tour est joué. C'est quoi les itinéraires? Des gens vous proposent. C'est le premier couac. Vous vous rappelez, le 19 août. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les gens vous proposent de finir votre match dans un stade. Vous n'êtes pas en train d'organiser un meeting. Dans le même temps, ils ont déjà préparé des images de stade pour dire que vous êtes armés et justifier un holocauste. Justifier un massacre. C'est ça, c'est ce que vous voulez? On n'est pas en train d'organiser un meeting. À Lomé, ils veulent nous mettre, ils veulent que la marche finisse au stade d'Agoy. Le stade d'Agoy, ce n'est pas un domaine public, c'est un domaine privé. Il faut l'avoir loué et puis on n'est pas en train d'organiser un meeting. Non, itinéraire. Il vous parle de la nationale numéro 1. Mais la porte de Brandenburg a été occupée en Allemagne. Là, il y a un hôtel très cher où les grandes célébrités du monde se retrouvent dans un hôtel comme ça. Cet hôtel a été bloqué. Des Togolais ont bloqué la porte de Brandenburg. Vous imaginez des millions perdus là-bas? Les Togolais n'ont pas eu de difficultés à manifester au Nigeria. Ils sont étrangers là-bas. Ils n'ont pas eu du mal à manifester au Ghana, aux États-Unis, à New York et à Washington, même devant la Maison Blanche. C'est quoi votre national numéro 1? Ils ne veulent pas de l'alternance, c'est tout. Mais à imaginer que l'opposition dise, très bien, cette manifestation-là, ou le PNP, le 19, disent, cette manifestation, c'est plutôt pour soutenir fort, et il n'y a plus de rue interdite. Tikpi, vous voulez organiser de l'insurrection au Togo, c'est ça? C'est ça votre objectif? Le mot insurrection, je le connais, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je connais le mot insurrection. Je ne viens pas de l'entendre pour la première fois. Il est dans le vocabulaire, je le connais depuis très longtemps, mais je ne l'ai jamais utilisé de ma bouche. Pourquoi les gens me prêtent des mots? Si j'ai envie d'utiliser le mot insurrection, je l'utiliserai. Je ne l'ai jamais utilisé. Ce mot n'est jamais sorti de ma bouche depuis que le PNP est né. Le mot insurrection n'est jamais sorti de ma bouche. Il y a des synonymes. Quand je parle, facilement. Pourquoi aurais-je peur de sortir le mot insurrection? Pourquoi aurais-je peur de sortir le mot? J'ai choisi mes mots. Si je veux utiliser un mot, je le sors. Qu'on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Depuis que le PNP est créé, je n'ai pas sorti de ma bouche le mot insurrection. Pas une seule fois. C'est vrai, je parle rapidement, mais je m'écoute. J'ai deux oreilles et une bouche. Donc je m'écoute largement. Est-ce que ce ne sont pas vos propos assez durs, votre façon d'être catégorique, qui font croire ou fait dire finalement que vous n'êtes pas loin de l'intégrisme? La vérité a besoin de précision. La vérité, ce n'est pas quelque chose de vague. La vérité, c'est quelque chose qui a des contours précis. C'est pour ça que quand on s'attache à la vérité, il faut être précis. C'est aussi pour ça que la science fait l'effort d'être précise. Vous êtes assez dur quand même dans vos propos. Ça, c'est votre qualification. Moi, mais qu'est-ce que vous croyez? En 2017, on va nous imposer une monarchie, un pouvoir à vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais regardez dans la sous-région, quel pays est gouverné de la sorte? Vous connaissez un pays où tout ceci se passe. Tout ceci se passe depuis le 19 jusqu'à aujourd'hui. Le chef de l'État n'a pas ouvert sa bouche. Et qu'il parle au moins à la minorité. Ah, vous aimeriez l'écouter finalement, Faure Gnassingbé? Ce n'est pas que j'aime l'écouter, mais j'estime que même quand on est père de famille et quelque chose se passe dans la maison, dans normal, le père de famille doit dire un mot. S'il ne dit rien, c'est peut-être qu'il s'en fout. Ou ça ne l'intéresse pas. Alors, si ce qui se passe au Togo ne l'intéresse pas, pourquoi il s'intéresse au pouvoir au Togo? Si le problème de Togo ne l'intéresse pas, pourquoi il s'accroche au pouvoir? Est-ce que ça ne l'intéresse pas véritablement? Puisque le 5 septembre dernier, le gouvernement en Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi qui a été voté à l'Assemblée en l'absence de l'opposition qui a claqué la porte. Pourquoi l'Assemblée? Les absents n'ont pas tort. C'est trop simpliste. C'est trop simpliste.
l'opposition a raison de partir. Ce n'est pas ce qu'elle a demandé. Elle demande au droit de la Constitution 1992, on lui remet la Constitution dans les détails à rediscuter. Et l'opposition a l'expérience dans les discussions avec le pouvoir. L'opposition sait clairement que le pouvoir veut gagner du temps, c'est tout. Je reviens encore une fois. Ils ne veulent pas de l'alternance. Ils sont réfractaires à l'idée d'alternance. Ce n'est pas autre chose. Non, mais sincèrement, Pierre Dame, est-ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé n'a pas fait des efforts? Il y a 2 mois, personne n'imaginait qu'on allait introduire un tel avant-projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est à votre studio ici que j'avais expliqué que quand une RPT est en difficulté, il provoque un dialogue, une discussion. Oui. Il se bloque, il rejette tout de l'opposition, et s'il n'est pas en mesure de rejeter toute l'opposition, il accepte et il signe un accord qui n'applique pas. Et après on revient au dialogue, à la discussion. Ils savent que le Togo entier demande la Constitution de 1992. Mais quand ils parlent même de référendum, ce que l'on a écouté au cours de la tournée de la commission à Wanana, est-ce que ce n'est pas suffisant pour servir de référendum? Les manifestations dans le pays, depuis Dapaon à Lomé, les Togolais ne sont jamais sortis aussi nombreux. C'est suffisant, non, pour faire réagir un chef d'État pour dire, écoutez, il faut réfléchir à cette situation. Non. Tenons bon, ils vont finir par se fatiguer. C'est ça, le mot d'ordre. Vous vous fatiguez aujourd'hui. On a vu la dernière manifestation à Lomé, il n'y a pas eu beaucoup de monde, contrairement au 6 et au 7. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je ne suis pas d'avis. Je ne sais pas où vous vous situez pour voir ce peu de monde qui est sorti. C'est toujours nous qui avons dit que le 6 et le 7, vous étiez nombreux dans la rue. Oui, et quand le nombre a diminué, permettez que la presse le dise également. Il faut plutôt bien observer aussi. Mais vous savez, les manifestations, elles vont continuer. Ah oui? Oui, bien sûr, nous allons continuer. Nous allons continuer. Le 4 et le 5, il y a une marche sur l'ensemble du territoire. Et à l'extérieur 4 et 5 octobre? Oui, bien sûr. On dirait que vous choisissez vos dates finalement. Hein. Vous pensez à une autre date? La période à laquelle vous organisez vos manifestations. Le 19 vous rappelle une autre date? Non. Août n'est pas loin de septembre, date à laquelle les Togolais étaient allés nous n'avons pas au référendum. Choisi. Mais c'est ensemble qu'on a choisi les dates du 4-5. Mais c'est le PNP seul qui avait choisi la date du 19 et du 20. Donc ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas dire que le PNP avait respecté des dates d'une coalition qui n'existait pas encore. Non. Les dates sont ce qu'elles sont. Donc le 4 et le 5 septembre, vous serez, octobre, excusez-moi, vous serez de nouveau dans la rue. Tout à fait. 5 octobre. Et c'est légal. Parce qu'il y a une loi pour ça. Le 5 octobre. 4 et 5. Ça vous rappelle quelque chose le 5 octobre? Oui, mais le 5 octobre, ça fait partie de l'histoire du Togo. Ce n'est pas une date maléfique, ce n'est pas une date de je sais quoi. C'est une date comme toute autre, mais le 5 octobre, en 90, est rentré dans l'histoire du Togo. Maintenant, il n'y a pas de mal à manifester un 5 octobre. Maintenant, il s'agit du 4 et du 5. Voilà tout. Au début, vous étiez seul à lancer votre mouvement, les manifestations, les meetings à Mango, à Kara. Ça a été empêché, vous l'avez relevé en son temps. À Sokore, on vous a vu à Goué, vous avez rempli tout un stade. Personne n'y revenait. Après, le 19, vous vous mettez dans la rue. Vous vous êtes essoufflé, vous avez demandé du renfort à Jean-Pierre Fabre finalement, c'est ça? Non, c'est une cause nationale. Il était hors de question que le PNP mène seul ce combat jusqu'au bout. Et rappelez-vous de la stratégie du PNP. Nous nous sommes dit que chaque parti, individuellement, rappelez-vous de nos messages passés, que notre stratégie c'était que chaque parti se construise individuellement, qu'il fasse la démonstration individuelle de sa capacité de mobilisation. Et puis un jour, on se met ensemble, dans la rue. C'est ça le schéma du PNP. Et donc, puisque nous avons fini de faire la démonstration d'une vie active du PNP au niveau de notre siège, d'une animation des meetings, très bien, acceptable, oui, nous avons organisé seul une marche. Après cela, nous allons vers les autres pour travailler ensemble pour sortir ce pays de là où il est. C'est tout. C'est un processus que nous avons conduit de bout en bout, du siège vers les autres.
en passant par les meetings et la marche du PNP en tant que parti politique seul et maintenant avec les autres. C'est un processus défini par avance. Oui, aujourd'hui nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux que le peuple togolais se soit approprié cette lutte. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire que c'est une marche du PNP. Non, ce n'est pas possible. C'est inexact aujourd'hui de parler de cette lutte comme étant une lutte du PNP. Non, c'est même un travail de tous les Togolais aujourd'hui. Et je profite pour remercier la coalition, tous les partis politiques qui sont aujourd'hui debout pour offrir à notre pays l'alternance. Il y a 2 jours, un confrère écrivait et parlait d'une certaine récupération de cette campagne de rue, ces manifestations par Jean-Pierre Fabre. Je ne vois pas ça de la part de Jean-Pierre Fabre. Je n'ai jamais lu, quand je regarde le visage de Jean-Pierre Fabre, quand je l'écoute, quand j'échange avec lui, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il est en train de récupérer quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu ce sentiment. Vous vous entendez très bien dans votre coalition. Est-ce que tout marche pour le mieux pour vous aujourd'hui? Oui, mais on s'entend très bien. On vous impose des choses aussi de l'intérieur. Vous n'êtes pas d'accord? Qui nous impose de l'intérieur alors que c'est de l'intérieur que nous décidons? C'est de l'intérieur que nous décidons. Il y a eu beaucoup d'informations selon lesquelles il vous arrive d'imposer votre desiderata aux autres qui sont obligés de suivre parce que c'est vous aujourd'hui la locomotive. C'est les membres du groupe qui vous le disent ou bien c'est des gens en dehors du groupe qui vous le disent? Je veux savoir. Imposer quoi et pourquoi? Le PNP n'a pas vocation à jouer un leadership. Notre adversaire est très clair. Nous ne sommes pas en train de chercher qui est le premier de l'opposition. Non, c'est inutile. Qui mobilise plus à l'opposition, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, il est clair. La Constitution de 92, l'effectif de droit de vote de la diaspora, ou bien ce système part. Donc nous n'avons pas d'adversaire à l'intérieur. Non, pas du tout. Nous discutons, ça c'est vrai. On débat et on se met toujours d'accord. Il n'y a aucun problème jusqu'à ce jour. Quand on vous écoute, en réalité, sur vos objectifs, on a envie de dire qu'en réalité, tout au début, vous vouliez que Faure Gnassingbé libère le plancher. Puisqu'il ne veut pas ramener la Constitution de 1992. Vous savez qu'il ne ramènera jamais. Vous savez qu'il ne va jamais ramener ça. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de l'alternance, c'est tout. Pourquoi il ne veut pas ramener la Constitution? Ils l'ont dénaturé. Pour lui, aujourd'hui, c'est ou la monarchie ou la Constitution de 1992. La monarchie, nous, on n'en veut pas. Le peuple togolais n'en veut pas. Le peuple togolais n'en veut pas. Et il a exprimé clairement dans la rue, de Saint-Cassé à Néon et dans la diaspora. C'est très clair. Les Togolais aux États-Unis ont parlé. Ils ont manifesté plusieurs fois. Les Togolais en Europe ont parlé. Ils ont manifesté plusieurs fois. Ils ont même été appuyés par la diaspora africaine, que je remercie au passage. Même les amis du Togo ont marché avec les Togolais à l'extérieur. Avez-vous jamais assisté à un tel tapage sur un problème dans un pays africain? Mais malgré tout, le pouvoir ne bouge pas. C'est vraiment atypique. Comment vous expliquez ça? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est plus de la gouvernance. Un pouvoir bien assis, aimé par son peuple. Un pouvoir sourd, mien, aveugle, je dirais. Je n'utiliserai pas vos mots. Sourd, mien, aveugle, qui est finalement inutile, qui n'est pas dans l'intérêt du peuple. Parce que si je gouverne dans l'intérêt des gens, quand ils commencent pas à crier, je réfléchis et je réponds à leurs aspirations. Quand on gouverne au mépris des aspirations du peuple, on n'est plus digne de gouverner ce pays. Mais avec ce langage, pourriez-vous vous mettre finalement à table avec ceux que gouverne le pays aujourd'hui pour une discussion sérieuse tout dépendra, et constructive? Tout dépendra de la thématique autour de laquelle on va discuter. Moi, je ne serai pas autour d'une table pour discuter des détails de la Constitution de 1992. Tout dépendra de l'ordre du jour. Et pour l'instant, je ne vois pas l'ordre du jour qui invite, ou en tout cas qui persuade, ou qui garantit la participation de l'opposition à un débat. Je ne vois pas d'ordre du jour. J'entends, on parle de dialogue, de cela, mais au niveau de la coalition, nous n'avons pas une idée précise. Pascal Adjamagbo l'a rappelé, on n'a pas une idée sur l'ordre du jour, de quoi on va parler. C'est important. Le tout, ce n'est pas d'aller se retrouver en dialogue, c'est de quoi on parle. C'est ça qui est le plus important. Mais c'est vous qui posez le débat sur la Constitution de 92. Nous exigeons quelque chose. Le débat ou le dialogue, nous ne sommes pas autour de ça. Nous n'avons pas enclenché le mouvement pour obtenir un dialogue, pour obtenir une assise autour d'une table. Notre objectif, ce n'est pas d'aboutir à un dialogue. Notre objectif est très clair. Maintenant,
Si le pouvoir trouve qu'il faut discuter pour arriver à ça, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on ne voit pas d'ordre du jour. De quoi on va parler? De quoi allons-on parler à un tel dialogue? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'appel officiel à cela. On va aller parler des détails de la Constitution de 92, alors que notre demande est très claire. Notre demande n'est pas cachée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des passerelles que vous empruntez pour des discussions de couloir, par exemple, pour amener peut-être Faure Gnassingbé et son équipe à ramollir aussi leur position? Je ne sais pas ce que vous appelez passerelle. Vous comprenez très bien. Moi, je ne sais pas comment on discute dans l'ombre. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Parce que les discussions d'ombre et de couloir qui ouvrent sur des suspicions, qui ouvrent sur des compromissions, moi, je ne sais pas le faire. C'est pour ça que quand je parle, je suis très clair. J'aime parler pendant le jour, là où il y a de la lumière. Je n'aime pas parler dans l'obscurité, dans la nuit, dans les couloirs. Je n'apprécie pas les couloirs. Je ne suis pas un homme de couloir lugubre. Et je ne suis pas sûr qu'un de l'opposition aujourd'hui est en train de discuter dans les couloirs et dans la nuit. Non, nous avons posé un problème clair, qu'on en discute dans la clarté devant tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Voilà tout. C'est la position des amis de l'opposition aussi. Le consensus elle est très claire. N'est pas dans votre vocabulaire, c'est ça? Consensus autour de quoi? Le problème, il est là. Autour de quoi? Le consensus autour du maintien à vie de Faure au pouvoir, c'est ça? Le consensus autour d'une constitution qui nous apporte de la monarchie? Le consensus autour du compteur à zéro? C'est ça le consensus? Pendant qu'on garde les gens arbitrairement en prison, pendant qu'on tue encore, on continue de tuer. Est-ce que vous avez d'autres moyens, sincèrement, Tikpi Etedam, est-ce que vous avez d'autres moyens pour arriver à votre objectif sans le dialogue, sans la discussion? Le dialogue autour de quel sujet? C'est quoi l'ordre du jour? Quand on invite des gens à dialoguer, on leur fait connaître par avance l'ordre du jour. Et c'est l'ordre du jour qui détermine les gens à participer à un dialogue. C'est quoi l'ordre du jour aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous voyez l'opposition en train de se déplacer et arriver à un débat, à un dialogue, sans connaître par avance l'ordre du jour, sans s'être préparé par avance. C'est quoi l'ordre du jour? De quoi allons-on discuter? Qui va être autour de la table? C'est aussi important, les acteurs du débat, de la discussion. C'est qui autour de la table? Et sur la table, c'est quoi? C'est aussi simple que ça. Tant qu'on n'a pas de précision sur ces éléments-là, moi, je ne vois pas comment l'opposition va aller à un dialogue. Et je le rappelle, Adjamabo a dit, mais nous ne connaissons pas l'ordre du jour. C'est un non catégorique finalement. Hein? J'avoue que je ne me fais pas comprendre. Un non catégorique face à quel sujet d'ordre du jour? Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même quand vous invitez des gens à venir dans vos studios comme je suis là, de temps en temps, vous envoyez un protocole. Oui. Ah, mais là, on veut que l'on vienne à un dialogue aussi sérieux pour l'avenir d'un État comme le Togo. Et il n'y a pas d'ordre du jour. On se lève, on se lave, et on arrive, on s'assoit, et puis on va demander, c'est quoi l'ordre du jour? Alors, si vous, journalistes, vous me coincez à l'entrée d'une telle salle, et monsieur Achedam, écoutez, vous êtes là, c'est pour discuter de quoi? Je vous réponds comment? Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, je ne sais pas. Non, comment ça? Parce que c'est vous qui avez été le premier à lancer le débat sur la Constitution de 92. Nous n'avons sur pas le vote lancé de la diaspora. Nous n'avons pas lancé le Alors, débat. si on vous appelle pour une discussion, vous comprendrez forcément que c'est autour de cette question. Pourquoi vous voulez qu'on devine? Un ordre du jour à une réunion aussi sérieuse doit être très clair et précis. Même les mots doivent être bien choisis. Moi, j'arrive à la porte d'une salle où on dit qu'on vient à un dialogue. Vous m'interceptez comme journaliste de Taxi FM. Ah, monsieur Chedam, vous êtes là, vous avez répondu à cette invitation pour le dialogue, et je vous en prie, mais de quoi allez-vous parler? Je réponds, je ne sais pas. Vous êtes un bon journaliste. Hein? Merci. Et là, vous allez me ridiculiser. Écoutez, l'opposition arrive à l'entrée de cette porte, ils ne savent pas de quoi ils vont parler, mais ils sont là quand même. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas quel commentaire vous allez faire par la suite. Non, nous n'allons pas nous livrer à une telle... Non. Ça ne se fait pas comme ça. Nulle part, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. Très bien. Alors, nous allons marquer une pause. Taxi Presse. Retrouvez
Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator. Taxi Presse. Deuxième partie de Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est le président du PNP, Tikpi Achadam. On évoquait le concept de dialogue tel que souligné ces derniers jours par la communauté internationale, les diplomates accrédités au Togo. Je précisais au début que la communauté internationale insistait aujourd'hui sur la nécessité d'un dialogue pacifique en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles qui permettront à la fin au Togo de renforcer la démocratie. Il y a également le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est aussi prononcé sur le sujet en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Lui, il appelait, n'est-ce pas, les Togolais, tous les acteurs politiques à s'engager dans un dialogue constructif dans le cadre des discussions sur les réformes politiques. Est-ce que vous serez amené, si on vous donne les sujets que vous allez discuter, vous serez amené à discuter avec le pouvoir de Faure Gnassingbé aujourd'hui? Ce serait illogique pour les pacifistes que nous sommes de rejeter une proposition de dialogue pacifique. Ce serait incohérent de notre part. Mais depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait l'effort de rester cohérents. Vous avez dit il n'y a pas longtemps sur RFI que vous n'êtes pas partisan de quelque discussion que ce soit avec le régime. Parce que tourne toujours ses partenaires en bourrique. Parce que les discussions aujourd'hui, c'est venir à l'Assemblée nationale, on discute de la Constitution, c'est tout. C'est pour ça qu'on veut avoir une idée précise et claire. Parce que le Togo est un pays qui a depuis longtemps dialogué sans résultat. Le dialogue permet aux dictateurs de gagner du temps. Maintenant que la communauté internationale propose le dialogue, qu'on nous dise quel est l'ordre du jour pour qu'on sache à quoi s'en tenir. S'il faut rejeter le dialogue, on le rejette. Comme je le disais à l'instant. Vous rejetez le dialogue, vous allez au référendum. On interroge directement les populations. Le problème de référendum, je me suis exprimé là-dessus. Écoutez, la Constitution de 1992 est le produit d'un référendum. Oui. C'est un référendum largement adopté qui a produit la Constitution de 1992. On obtient par référendum une Constitution, donc celle de 1992. On la met dans la poubelle et puis on revient rechercher un autre référendum pour une autre Constitution. Pourquoi on nous tourne en rond? Pourquoi nous tourne-t-on en rond? Et la dernière fois, la sortie de Nachaba nous a permis de comprendre que c'est même depuis l'adoption de cette Constitution qu'il n'en voulait pas. Puisqu'il a dit, depuis son adoption, les influences qui ont entouré son adoption faisaient qu'il n'était pas applicable. Donc je retiens de la sortie de Nachaba que c'est depuis son imperfection. Que c'est depuis le 14 octobre 92 qui ne voulait pas de cette constitution. Cette imperfection. Où avez-vous rencontré une démocratie parfaite sur la terre? Où avez-vous rencontré une démocratie parfaite? La démocratie américaine a ses imperfections, ses faiblesses. La démocratie française et anglaise ont leurs faiblesses. Mais ce n'est pas une raison pour nous proposer de n'importe quoi. Oui, à la discussion, on peut le dire. Mais une loi montre ses faiblesses à l'application. Ils n'ont pas appliqué la Constitution de 1992. Comment cette loi a-t-elle pu montrer ses imperfections? Une loi ne peut pas démontrer ses faiblesses tant qu'elle n'a pas été appliquée. Ils n'en ont pas voulu. Mais vous savez que quand on va appliquer la Constitution de 92, quand vous n'avez pas 45 ans, vous ne pouvez pas prétendre être président de la République. Où est le problème? C'est un problème. Où est le problème? Et la jeunesse qui s'engage autour de vous, elle fait quoi? Il faut l'appliquer avant. On ne l'a pas appliqué. On n'a pas appliqué l'action de 1992. On n'a pas appliqué l'action de 1992. Nachaba, le grand constitutionnel, vous a dit qu'elle était inapplicable. Ça veut dire qu'il ne voulait pas de cette constitution déjà le 14 octobre 1992. Qu'est-ce qu'on vient nous raconter aujourd'hui? Donc,
Un référendum produit une constitution, on la rejette et on veut revenir à un référendum. Mais il ne faut pas oublier aussi, un référendum, c'est un vote. Oui. Voilà un système qui n'a jamais gagné les élections et qui le sait. Je l'ai dit au stade d'Agoy, au Togo, ceux qui gagnent les élections ne gouvernent pas, mais ceux qui les perdent gouvernent. Alors, quand quelqu'un qui perd les élections vous propose... c'est subjectif. Quand quelqu'un qui perd les élections, mais subjectif, on sait que Fabre était en train de faire le décompte au César, on est venu saisir son matériel. On a vu des militaires fuir avec des urnes. On a vu dans quelles conditions les élections de 98 ont été, les élections des 90 ont été proclamées. Nous avons vu dans quelle cacophonie indigeste les résultats des élections de 2015 ont été proclamés par Tabi Outafa. Donc, je reviens en disant que le référendum, c'est un vote. Alors, c'est aussi une question du margouillat finalement. Parce que si un margouillat te dit va se faire coudre un pantalon, c'est qu'il a trouvé une solution pour sa queue. Comment un parti qui n'a jamais gagné d'élection propose des élections? Moi, je ne comprends pas. Un coq qui propose à un poisson d'aller se défier dans de l'eau. Un coq dit au poisson, allons faire une démonstration, une compétition dans l'eau, à la rivière. C'est plombé d'avance. Le poisson doit réfléchir. Parce que le domaine naturel du poisson, c'est l'eau. Maintenant, le coq lui dit, allons faire une démonstration à la rivière. Le poisson doit réfléchir. Qui est-ce qui est le poisson? Qui est-ce que le coq? Ils n'ont jamais gagné les élections. Ils nous proposent des élections. Nous devons réfléchir. C'est ce que j'ai dit. Certainement, le margouillat a trouvé une solution pour sa queue. Avant de se dire, couturier, trouve-moi un pantalon. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quel va être le processus électoral? Vous savez qu'il est vicié de bout en bout. Quel fichier électoral? Il y a même trop de problèmes à ce niveau et ils le savent. On va aller à un référendum où les gens vont couper le WhatsApp aussi pour empêcher aux gens d'envoyer des résultats. Est-ce que ce ne sont pas des sujets sur lesquels il faut discuter justement? Nous n'allons pas dans les détails. On veut la rupture de la Constitution de 1992. On ne va pas aller se mettre entre opposition et parti au pouvoir et parler du WhatsApp. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet important, mais un dialogue aussi important pour l'avenir de notre pays ne doit pas tourner autour des sujets de ce genre. Ils ne veulent pas de l'alternance. Ils fatiguent le peuple pour rien. Ils tuent les jeunes pour rien. Ils emprisonnent les militants pour rien. Ils ne veulent pas de l'alternance. C'est pour ça qu'ils veulent prouver que les manifestants sont armés pour justifier une répression. Les Togolais ne sont pas violents. Ils ne sont pas ce qu'ils tentent de faire croire à la communauté internationale. Les Togolais n'ont jamais été violents. Et ils le savent. Des Togolais ont tiré par terre des militaires à Sokodé. On a vu, ils les ont frappés. Et vous nous dites qu'ils ne sont pas violents, les Togolais? Je vous ai parlé des montages. Allez dans le même Sokodé. Ces militaires qui passent fouiller dans la maison, demandent à manger, on leur donne. Allez demander. Les populations togolaises donnent à manger à ces militaires qui ont frappé les gens dans les maisons. Ils demandent à manger. Ils sont là au moment où je vous parle. Les Togolais ne sont pas comme ça. Ils le savent. Ils savent aussi que ce qu'ils racontent est du mensonge. Ils le savent. Ils le savent. Ils savent que ce n'est pas la population qui fait tout ce qu'ils racontent. Ils le savent. Alors, l'accord politique global recommandait les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Aujourd'hui, vous semblez être le parfait chantre, hein, permettez que j'utilise ce mot, le chantre du retour à la Constitution de 92. Le débat a eu lieu à l'Assemblée nationale en l'absence de l'opposition qui a préféré claquer la porte. Le texte a été voté. La majorité qu'il fallait pour les réformes à l'Assemblée n'a pas été acquise. Les 2 tiers ont été atteints. Il faut passer à un référendum. Vous refusez l'idée du référendum aujourd'hui? Parce que c'est un vote. Parce que c'est un vote. Parce que nous avons obtenu un résultat par référendum en 92 qu'on a refusé. On nous ramène à un référendum. On tourne en rond. C'est ce que je ne veux pas. On nous tourne en rond. Pourquoi on tourne en rond? Ce n'est pas par référendum qu'on a adopté la Constitution de 1992. Maintenant, il s'agit d'un vote. Ils savent que le vote, c'est leur moyen privilégié. Parce que finalement, l'élection pour eux, c'est une formalité mécanique. C'est une formalité. Vous avez écouté le président du groupe parlementaire UNIA sur nos ondes jeudi passé. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? Il se défendait difficilement, vous l'avez observé. Il est mal à l'aise dans sa position de défenseur de UNIR. Parce que vous demandez que le chef d'État parte
quitte le pouvoir sans finir son mandat. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État que vous préparez en réalité? Nous connaissons le mot coup d'État, personne ne l'a utilisé. Il ne faut pas nous prêter des mots. Aucun membre de la coalition n'a utilisé le mot coup d'État. De toutes les façons, les civils n'ont jamais fait un coup d'État au Togo. C'est les militaires qui commettent des coups d'État. Les civils n'ont jamais commis un coup d'État au Togo. Pourquoi cette fois-ci ce sera un coup d'État? Non. Quand on manifeste dans la rue, c'est légal. Qu'on ne nous parle pas, qu'on ne vienne pas nous parler de coup d'État. Qu'on ne vienne pas nous parler de coup d'État. S'ils ne veulent pas des manifestations, eh bien qu'ils abrogent la loi sur les manifestations publiques. Vous souhaitez qu'on abroge la loi? Vous les appelez à le faire? Tant qu'il y a une loi pour ça, nous l'exploiterons. Maintenant, s'ils suppriment la liberté de manifestation, le peuple décidera. Comme il est en train de le faire. Et maintenant, d'ailleurs, je voudrais préciser que le chantre aujourd'hui du retour à la Constitution de 92, ce n'est plus moi, ce n'est plus quelqu'un, un Togolais précis, mais c'est plutôt tous les Togolais, la diaspora y compris. C'est tout le peuple togolais qui revendique cela. Ce n'est plus une question du PNP ou d'un autre parti, de la CDPA ou de l'UFC et de l'ANC plutôt. De quel peuple parlez-vous? Parce qu'on a vu aussi lui qui a mobilisé ses partisans disant que c'est le peuple. Je parle du peuple affamé. Je parle de la majorité spoliée. Je parle du peuple qui a marché à Dapaon. Je parle du peuple qui est sorti à Kara, à Mango, à Bafilo, à Tchamba, à Sokone, à Palimé, à Anié et à Lomé. C'est de ce peuple que je parle. Je parle du peuple togolais qui a marché en Afrique et qui a marché aux États-Unis et en Europe. C'est de ce peuple que je parle. Ce peuple que vous envoyez à l'abattoir finalement, à Mango, à Bafilo, à Sokone. Parce que c'est nous qui les tuons, c'est ça? Vous savez qu'en face, vous n'avez pas des armes. Nous n'avons pas besoin d'armes. Le maintien d'ordre, c'est les armes? C'est ça le maintien d'ordre? C'est ça le maintien d'ordre? C'est ça l'encadrement des manifestants? Pourquoi ils ne font pas la même chose à nous? Ils ne font pas la même chose que ce qu'ils font à UNIR. Les gens rigolent quand ils sont à la marche de UNIR. Ils s'amusent, ils ne craignent rien. Il n'y a même pas de gaz lacrymogène là-bas. Mais chez nous, il y a des tirs à balles réels. Il y a des tirs à balles réels. 2 poids, 2 mesures. Et nous sommes tous citoyens togolais. Ce n'est pas normal. Alors, revenons à la question principale. Que vous inspire réellement les dernières sorties du pouvoir sur les médias? Le président du groupe parlementaire était chez nous jeudi passé. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Le système leur a dit, nous ne voulons pas d'alternance. Nous voulons une monarchie et on veut un pouvoir à vie. Faites ce que vous voulez pour nous défendre. C'est à vous de chercher vos arguments. C'est pour ça qu'ils se débattent comme de beaux diables. Ils ne sont pas à l'aise. C'est trop corsé. Qui vous a dit qu'ils ne sont pas à l'aise? Quand vous écoutez quelqu'un en face de nous, jeudi passé, on a vu un Christophe Tchao très à l'aise. Je ne l'ai pas trouvé à l'aise. Je ne l'ai pas trouvé à l'aise. Il se contredit en plus. Je ne l'ai pas trouvé à l'aise. On leur a dit, faites ce que vous voulez, mais nous on reste. Ils le savent. Mais prenez-le en aparté, il va vous dire. S'il est sûr que vous n'allez pas le répéter à une deuxième personne, il va vous dire ce qu'il ressent au cours de ses sorties avec vous. Ils le savent. Au Togo, tout le monde sait que ça ne va pas. Et que seule l'alternance va sauver ce pays. Mais il y en a qui s'entêtent à freiner l'alternance. Et vous avez quand vous les avez en aparté, ils affirment. Vous avez à vos côtés les évêques. Les évêques, c'est des gens de Dieu, mais qui disent qu'il faut évoluer. J'ai lu leurs déclarations. Et au Togo, la voix de l'Église compte. Ils ont pris position pour vous, hein, clairement. Pour le peuple togolais, pas pour nous. L'Église n'a pas à prendre position pour un parti ou pour un autre. C'est de même pour l'armée, c'est de même pour la police et l'administration d'État. L'Église a pris position pour le peuple togolais. C'est tout. Et moi, j'apprécie cette position. Parce que l'Église conduit des gens, des hommes. Et donc, l'Église est soucieuse du bonheur, de la prospérité pour ce peuple-là. Donc, l'Église n'a pas pris parti aux côtés des partis de l'opposition, non. Et comment vous appréciez la sortie de l'Union musulmane du Togo, qui appelle au calme? L'Union musulmane du Togo, c'est une aile marchande de UNIR. Quand ce n'est pas pour vous, c'est une aile marchande du parti au pouvoir. Hein. Quand c'est pour vous, c'est pour le peuple. Est-ce que vous trouvez logique qu'aucun imam,
que l'Union musulmane ne réagisse pas quand on traite l'islam togolais d'islam intégriste. Alors qu'ils savent que cet islam n'est pas intégriste. Ils ne réagissent pas. Quand on tue dans des villes musulmanes, l'Union musulmane ne dit rien. Quand on tue la dernière fois, le gaz à baie, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Moi, je comprends ça très clairement. Du moment où les musulmans priaient pour le pouvoir, chaque fois pour le pouvoir, les musulmans étaient porteurs d'un islam normal. Aujourd'hui, qui ne voit plus ça, ces musulmans sont intégristes. Et l'Union musulmane ne dit rien. L'Union musulmane est inféodée au pouvoir et tout le monde le sait. Il parle du PNP, non de l'islam qui est pratiqué au Togo. Si je n'avais pas été musulman, tout ceci, la réflexion devait être autrement. Parce qu'il y a de l'amalgame. C'est-à-dire que Achadam est musulman, donc son parti est intégriste. Ils sont dans l'amalgame. Si j'avais été chrétien ou autre, tout ceci n'arriverait pas. Et là encore, ils sont dans les catégories de la division de la famille et Adema. C'est-à-dire, c'est leur catégorie. On nous a divisés géographiquement, les régions, les localités, villages et cantons, les professions et la religion. Donc, à chaque fois que le pouvoir se sent mal à l'aise, il veut mettre en conflit les éléments de la division. Je l'ai expliqué au cours d'un meeting à Agoy. C'est la mise en mouvement du cercle de la division de la famille. C'est très clair, nous l'avons dit auparavant. Et ils jouent sur ces divisions-là. Heureusement, ça ne prend pas parce que moi j'ai écouté des chrétiens dire non, écoutez, nous n'avons jamais de problème avec les musulmans. Les gens le savent. Il n'y a aucun problème. L'islam togolais, comme le christianisme togolais, n'a jamais été extrémiste. L'extrémisme aussi, on le retrouve dans le christianisme. Mais le christianisme togolais n'est pas extrémiste comme l'islam togolais. Il n'y a aucun problème à ça. Quand nous fêtons, on fête avec les chrétiens. Quand les chrétiens fêtent le 31 décembre et la Noël, nous sommes avec eux. Nous achetons même les vélos à nos enfants pour Noël, alors qu'on n'est pas chrétien. Nous partageons les têtes de bœuf ou de moutons avec les amis chrétiens. Il n'y a aucun problème à cela. Mais ils veulent nous diaboliser. Ça, ils le savent. Tout ce qu'ils racontent, ils savent que c'est faux. Ils sont les premiers à savoir que ce qu'ils racontent est faux. C'est ça qui est regrettable. Alors, quand nous revenons un petit peu sur la Constitution de 1992, j'ai envie de vous poser cette question simple. Qu'y a-t-il là-dedans de plus précieux ou de très précieux en dehors de la limitation du mandat présidentiel ou le mode de scrutin à deux, qui a ce tapage monstre autour de cette constitution? S'il n'y a rien de tel, eh bien qu'on l'accepte sans problème. Pourquoi ce n'est pas le cas? Je renverse la question. Si cette constitution n'avait rien de consistant, n'avait rien de constitution démocratique, pourquoi il la refuse jusqu'à aller tuer des Togolais? Pourquoi? Expliquez-nous. Je vous ai répondu par une question. Non, ça veut dire qu'elle a quelque chose. Ça veut dire que cette constitution a quelque chose de consistant. Alors dites-nous. Ils n'en voulaient pas. Ils étaient gênés. Nachaba l'a exprimé. Ils étaient gênés. À l'adoption de cette constitution, ils étaient gênés. Pourquoi? Parce que cette constitution fait entrer le Togo dans le constitutionnalisme, c'est-à-dire dans la situation d'un pouvoir limité et dans le temps et dans les prérogatives. Ils ne veulent pas d'une constitution limitée dans le temps et dans les prérogatives. C'est pour cela aussi qu'on a affaibli le Premier ministre. Tous les pouvoirs de Premier ministre se retrouvent entre les mains du président de la République. C'est pour cela aussi que les mandats ne sont pas limités. On peut revenir comme on veut. Oui, c'est fondamental. Si la constitution là ne contenait rien, pourquoi ils ne l'acceptent pas? Jusqu'à aller sacrifier des vies humaines. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Mais aucun pays de la sous-région n'est encore à ce niveau. C'est regrettable. Il faut qu'on en finisse. Qu'on en finisse comment, à votre avis? Les Togolais demandent l'alternance et il faut y travailler. Le peuple togolais est très clair sur sa demande. La demande est très claire. Et il faut écouter le peuple. Quand on pense ou quand on estime qu'on remplit les aspirations du peuple togolais, qu'on est là pour lui, il faut l'écouter. Et il a parlé. Il a été trop bruyant ce mois. De Saint-Cassé à Néon, dans la diaspora, dans l'Afrique, et dans la diaspora dans le monde. Les Togolais ont parlé. Le référendum, il est déjà là. Pourquoi ne pas y répondre? Très facilement. Le reste, on en discute. On peut les interroger dans les urnes. Directement dans les urnes. C'est un vote. Vous allez me répondre que c'est un vote. Oui, je reviendrai à cette réponse. Le Margouille a trouvé une solution pour sa queue. C'est pour ça qu'il demande un pantalon. Dans ces conditions, demandez simplement qu'on puisse revoir le test qui
encadre le vote, les réformes du cadre électoral. Je vous ai dit, les éléments, les textes qui encadrent le processus électoral, il y en a qui découlent de la Constitution. La base, le socle, c'est la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la loi mère. C'est d'elle que découlent certains textes qui régissent le processus électoral. Posez la fondation et puis on élève les murs. Est-ce que vous êtes conscient, Tikpi Akedam, que le débat politique finalement au Togo s'est complètement enlisé depuis 6 semaines? Je n'ai pas cette impression. Il y a une demande du peuple face à un pouvoir sourd, muet, aveugle. C'est tout ce que moi je constate. C'est tout ce que je constate. Il n'y a pas d'enlisement. On annonce, nous annonçons Togo mort vendredi. Il n'y a pas d'enlisement. Je vois un peuple qui s'exprime, qui exprime sa volonté, ses aspirations profondes face à un pouvoir sourd, muet, aveugle. C'est ce que j'observe. C'est ce que j'observe. Je ne vois pas autre chose. Mais encore une fois, tout ceci se passe dans un pays. Et des gens sont là. Parce qu'ils veulent être là. Oui. Est-ce que vous discutez avec la communauté internationale, vous, si vous estimez que personne ne vous approche avec un ordre du jour clair en termes de dialogue, de discussion? Est-ce que vous utilisez les canaux de la diplomatie? Oui, mais nous rencontrons les diplomates présents au Togo. On échange, nous leur présentons les aspirations du peuple togolais. De toute façon, ce n'est pas caché, ils le savent. S'il faut discuter, encore une fois, il faut s'assurer de l'ordre du jour. De quoi allons-nous parler? Je reviens encore à cela. On ne peut pas aller s'asseoir, commencer par discuter dans les détails de la Constitution. On va encore perdre du temps pour rien. Comme on l'a perdu pour la réconciliation nationale depuis 1963, qui n'a pas abouti. Comme on l'a perdu pour la décentralisation, qui a commencé en 1998, qui n'a pas abouti. Comme on l'a perdu pour la mise en œuvre des accords politiques globaux depuis 2006 à aujourd'hui. Il y a trop d'inachevés là. Il y a trop d'inachevés. Alors supposons que le pouvoir de Faure Gnassingbé résiste à vos demandes. Qu'il est là. Que rien ne bouge. Vous allez faire quoi? Demandez au peuple qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est vous qui dites qu'ils sont là et rien ne bouge. Moi, je n'ai pas l'impression que rien ne bouge. Je n'ai pas cette impression. Qu'est-ce qui a bougé véritablement depuis le 19 août, si ce n'est ce test, cet avant-projet de loi introduit à l'Assemblée nationale? Et ils ne sont pas à l'aise, comme vous le croyez. C'est au peuple d'en décider. Si rien ne bouge, comme vous dites, c'est qu'on n'a pas encore atteint le chiffre qui peut faire basculer les choses. Donc nous continuerons. Parce qu'il faut arriver à un chiffre critique, à un nombre critique dans les manifestations pour faire basculer les choses. Moi, je considère que s'il ne bouge pas, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à ce chiffre critique. Et sûrement qu'on va y arriver. Est-ce que le problème politique, enfin, le problème togolais n'est pas plus spirituel que politique? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que le problème togolais n'est pas plus spirituel que politique? C'est-à-dire, je ne comprends pas jusque-là. J'avoue que je ne comprends pas votre question. Vous comprenez ma question? Non, je n'ai pas compris. Est-ce que le débat ne se joue pas ailleurs qu'au niveau de vous, les politiques sur le terrain? Spirituel à quel niveau? Dans les églises, dans les mosquées, dans les lieux de culte de la religion d'Osiris? Je ne comprends pas. Oui, justement ça. Et comment ça se joue à ce niveau? Je suis à votre studio aujourd'hui, je ne suis pas dans une mosquée, je ne suis pas à l'église. Je suis à votre studio. L'opposition était à l'Assemblée nationale des partis. Ce n'est pas une église, l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une mosquée, l'Assemblée nationale. Les sièges des partis politiques, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas des églises. Le débat politique se déroule dans les sièges, au niveau des sièges. Les marches, c'est dans la rue, ce n'est pas dans les églises, ce n'est pas dans les mosquées, ce n'est pas dans les couvents. Donc, j'avoue que je ne comprends pas. Alors, ça se joue par quel acteur? Par quel acteur et sur quoi ça se joue là? Je ne comprends pas. Oui, parce que tout à l'heure, vous disiez que ailleurs, la moitié de ceux qui étaient sortis le 19 août dernier suffisaient ou suffisaient pour mettre le pouvoir dehors.
Parce que ailleurs le pouvoir n'est pas sourd, il n'est pas muet, il n'est pas aveugle. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout simplement ça. Parce que là, les gens sont à l'écoute du peuple. C'est tout simplement ça. C'est pas autre chose. Ça n'a rien de mystique. Même dans votre propre maison, si vous êtes soucieux de la santé, de l'avenir de vos enfants, un enfant qui a faim ou qui est malade, à peine il commence par se plaindre, vous êtes déjà au courant. Parce que votre oreille est tendue avant même que l'enfant ne sorte le premier mugissement pour dire « Ah, j'ai mal à la tête ». Et c'est pour ça que vous entendez des parents dire « Ah, je le sentais depuis hier ». Un enfant approche sa mère ou son père dit « J'ai mal à la tête ». Il dit « Ah, je le sentais depuis le matin parce qu'il faisait ceci, cela ». Parce que les parents ont l'oreille tendue sur tous les signes que l'enfant envoie. Et corporellement et verbalement. En réalité, quand on gouverne un peuple, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Alors, au point où le peuple crie, qu'il y en a qui meurent, et qu'on ne dise rien, ça suppose qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas vu. Alors, qui ne dit rien, une personne qui ne dit rien, qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu, est-elle autre chose qu'un sourd-muet aveugle? En 2014, le gouvernement togolais avait fait des propositions à l'opposition sur justement ces questions de réforme politique. On voulait que Faure Gnassingbé limite coûte que coûte le mandat et qu'il écrit que c'est son dernier mandat qui ne devrait plus se représenter. Et après, il est allé quand même aux élections, il est encore au pouvoir. Est-ce que le peu qu'on vous propose aujourd'hui, vous ne pouvez pas le prendre en attendant de continuer les discussions pour ce que vous voulez totalement? Dans le débat actuel, il y a un problème sémantique très dangereux que les gens n'arrivent pas à cerner. On parle de mandat, on ne parle pas d'élection. Il faut lui accorder un mandat. Il faut permettre qu'il obtienne encore un mandat. On ne parle pas d'élection. Ça veut dire que il y a une présomption irréfragable qui est que s'il va aux élections, il gagne. Puisque à peine on annonce le débat, on parle de mandat. On ne parle pas d'élection. Ça veut dire que s'il va aux élections, il gagne. Maintenant, c'est trop redondant. On parle trop de ça. 2005, 2002, fort. 2005, fort. 2010. Mais il y a 7 millions de Togolais, quand même. On parle de la même personne qui vont nous gouverner à vie. 50 ans, quand même. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas ça. Donc, on parle de mandat. Accordez-lui un mandat. Il va finir un mandat. Il doit reprendre un mandat. Il voit que finalement, la notion de mandat a pris la place d'élection. Dans quel pays vous avez vu des mandats arrangés? Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Alors, aujourd'hui, la communauté internationale continue de parler des discussions pacifiques, sincères, constructives. Vous n'allez pas rester sourd à tout ça. Vous allez leur demander de parler à Faure Gnassingbé pour qu'on vous propose un ordre de jour clair et net. Ils connaissent leur travail. Les diplomates présents au Togo connaissent leur travail. Nous échangeons avec eux. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Nous leur avons dit, en tout cas, que nous voulons avoir une idée précise de ce qui doit se discuter si discussion il y a. C'est aussi simple que ça. Ils connaissent leur travail. Et je suis sûr qu'ils discutent aussi avec le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays, jouer le rôle qu'ils jouent et parler à une partie sans parler à l'autre partie. J'estime qu'ils échangent aussi avec le pouvoir. Et la coalition, qu'est-ce qu'elle va devenir finalement aujourd'hui? Vous restez dans votre logique de maintenir la flamme de la contestation, la rue. Oui, jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat. Les stratégies vont évoluer. Qu'un matin, Faure Gnassingbé se lève et vous dise prenez la constitution de 92, c'est ça? Je ne sais pas. Mais il sait ce que le peuple demande. Si c'est ça, vous savez que ça n'arrivera jamais. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Si moi j'étais dans la même posture d'esprit, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire. Si les autres collègues de l'opposition étaient dans la même affirmation, ils ne seraient pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Si le peuple togolais est à cette affirmation,
il ne ferait pas ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui a été finalement le déclic? Parce que jusqu'à un passé très récent, les manifestations ne disaient plus rien au pouvoir. C'est vous le déclic? C'est vous la nouvelle personne, la nouvelle identité, la locomotive? Ce n'est pas tant moi qui compte. Vous savez, au-delà de nos micro-programmes individuels de famille ou de société ou autres, il y a un méga-programme. Je dirais de Dieu, mais il y en a qui disent la nature. Il y a un méga-programme qui doit s'accomplir. Quand le pouvoir arrive à sa fin, il finit. Il n'y a rien à faire. Et ça, tout le monde le sait. Vous voulez le pouvoir? Vous, Tikwi? Le pouvoir, l'opposition ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir actuel a apporté aux Togolais? Quel bonheur, quelle prospérité, quelle éducation, quelle santé. Vous êtes en train de peindre tout en noir aujourd'hui dans la gouvernance de ceux qui nous dirigent. Pour vous, qu'est-ce qui a marché? Moi, je fais l'évaluation de la situation au plan politique, économique et social. Au plan politique, c'est un blocage. Ils ne veulent rien entendre. Ils veulent rester au pouvoir, c'est tout. Au plan économique, c'est le pillage. Au plan social, vous avez l'école et la santé qui ne marchent pas. Vous le savez. On ne va pas revenir là-dessus. Vous le savez. Les Togolais se soignent à l'extérieur. Il y a quand même pas que des points noirs dans la gestion. Donnez-moi un point non noir. Un point sincère, quand même. Dites-moi où est-ce que ça marche. Vous n'en voyez rien du tout? Je vois les domaines vitaux. L'agriculture, la santé, l'éducation. Et je ne vois rien. Je vois l'emploi de jeunes, je ne vois rien. Je vois la liberté, qui est le socle de la démocratie, et je ne vois rien. Pour être libre, pour avoir la liberté d'expression, il faut être de unir. Là, vous et nous discutons tranquillement. Oui, en temps, on a parlé de sécurité, et de vie et de mort, des gens assassinés, des militants emprisonnés, des gens blessés, des tirs à balles réels. Donc il y a un problème de sécurité qui se pose, de la ronde autour de ma résidence, du fait qu'on me file. Et ce n'est pas nouveau, ça. Et je ne suis pas le seul à être victime de ça. C'est ça la démocratie. Les Togolais cotisent pour acheter des armes, pour protéger les Togolais, et on les utilise pour tuer des Togolais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La suite, vous annoncez des manifestations de 2 jours à partir de la semaine prochaine. Beaucoup plus le 4 et le 5. Oui, c'est bien ça. Toujours, Faure Gnassingbé qui a quitté le pouvoir. Qui ramène la conscience de 1900. Oui, est-ce que en réalité, quand on écoute ces acteurs, ces analystes politiques, on nous dit qu'en réalité, vous êtes dans la surenchère politique et que ce n'est pas mauvais en soi. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de surenchère. Le PNP, en décembre 2016, a fait une proposition que nous avons appelée la déclaration de Tchamba. Nous avons déroulé tout le processus des réactions que Faure pouvait avoir. La balle est dans le camp du pouvoir et c'est à Faure seul, il revient à lui seul de définir la trajectoire future du Togo. C'est à lui d'en décider. Et pour vous, cela passe forcément par son départ du pouvoir? Nous exigeons le retour à la Constitution de 1992, l'effectif de vote de la diaspora. S'il ne veut pas de ça, qu'il parte. Pourquoi vous ne citez pas l'objectif dans sa clarté? Maintenant, si le peuple demande qu'il parte, pourquoi il veut gouverner à vie le Togo après que son père ait dirigé le Togo pendant 38 ans? Pourquoi il veut s'imposer au Togolais? Nous ne voulons plus de toi. Il dit non, je suis votre président, je reste votre président. Pourquoi c'est Togolais qui l'ont élu quand même? Il n'est pas le seul Togolais à vouloir être président de la République. Il a les mêmes droits que les autres Togolais. Les Togolais disent on ne veut pas de toi. Il dit moi je suis votre président, je reste votre président. C'est quoi cet acharnement? C'est quoi cet acharnement? Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, clairement, vous avez des soutiens dans l'entourage de Faure Gnassingbé? Je ne comprends pas votre question. Je n'ai pas vu quelqu'un de l'entourage de Faure Gnassingbé déclarer que la démarche de l'opposition était salutaire et qu'il fallait soutenir. Je n'ai pas vu de démission jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui sortent, qui font croire que vous avez des soutiens dans l'entourage de Faure Gnassingbé. Moi, le PNP il y a des gens dans le pouvoir qui vous soutiennent. Le PNP n'a pas de soutien de l'entourage de Faure. Nous n'avons aucun soutien de l'entourage de Faure. Et de quelle nature pourrait être ce soutien? Continuez, c'est bien, allez-y.
Moi, je ne suis pas dans un schéma où quelqu'un vous dit dans la nuit, allez-y, allez-y, du courage, et puis pendant le jour, vous sortez, c'est lui qui vous affronte. Je ne suis pas dans cette logique. Il y a une certaine presse qui évoque constamment, depuis quelques semaines maintenant, le cas de votre cousin, Seyi Memen. Seyi Memen soutient le PNP par quels moyens? Les moyens financiers? Ou un soutien moral? Ou intellectuel? Parce que Seyi Memen et Achadam sont du même village. C'est ce que je vous dis, c'est toujours dans les catégories créées par Yadema. Le mal qui nous a fait, nous n'en sommes pas encore guéris. Celui qui parle n'est pas critiqué sur son discours, mais sur son origine. C'est-à-dire quand je parle, on se dit d'où vient-il? Il est de Kparatawa, donc c'est le village de Memen, donc Memen les soutient. De quel argent Gilles Christ Olympio arrosait le Togolais pour qu'il soit si populaire en son temps? Gilles Christ ne distribuait pas de l'argent. Les gens n'étaient pas payés pour supporter Gilles Christ Olympio. Jean-Pierre Fabre ne distribue pas de l'argent. Après, vont distribuer de l'argent. Nous non plus, on distribue de l'argent. Mais si l'argent était ce qui comptait, pourquoi UNIR n'a pas plus de population UNIR n'a pas plus, ne mobilise pas plus que tous les autres partis, puisqu'ils ont tous les moyens d'État. Nous n'avons aucun appui de la part du pouvoir. Et même quand vous regardez de très près, ceux qu'on estime être de chez moi, qui sont dans le pouvoir, ils sont à la première ligne pour combattre le PNP. Vous ne l'observez pas? Vous ne voyez pas que les militaires, les officiers thèmes de Bafilo, mais surtout de Tchaoudjo, sont en politique. Ils sont en campagne, malgré ce que dit la Constitution. Les officiers thèmes sont en campagne politique, alors que la Constitution leur interdit la politique. Les officiers thèmes sont sur le terrain. Et Fort-Voix, il leur dit rien. Qu'est-ce qui est sur le terrain? Tous les officiers thèmes sont sur le terrain. Et il le sait. Les Agadazi et autres sont sur le terrain. Tous les officiers thèmes sont sur le terrain. Ils font de la politique alors que la Constitution leur interdit. Mais Fort ne leur dit rien. Vous voulez dire que la Constitution est constamment violée? Oui, mais c'est ce que je constate. Les militaires, s'ils veulent faire de la politique, oui. Mais ils doivent quitter l'uniforme. Jerry Tama est bien dans son rôle. Il était militaire, il dirige un parti et c'est normal. Il est légaliste. Tous les militaires thèmes sont en politique aujourd'hui à cause du PNP. Ils sont en politique. Ils organisent même des réunions, des meetings. Ils harcèlent les chefs traditionnels. Il harcèle des chefs traditionnels. Tipeee, nous avons encore 5 minutes à passer ensemble pour cet entretien. Qu'est-ce qui vous finance, en fait? Est-ce que nous avons besoin de milliards pour faire ce que nous avons fait, quand nous avons la volonté et l'engagement des militants? Nous savons que la politique, c'est pas pour les enfants. Vous avez vu des cars qui ont amené des gens au stade d'Agoy la dernière fois quand vous y étiez? Vous avez vu quelque part en train de distribuer de l'argent aux gens pour qu'on dise on a besoin d'argent? Vous avez vu un siège du PNP marbré, doré, avec des fauteuils de luxe? Vous avez vu le président du PNP dans le luxe? Les militants cotisent. Le peu que nous avons, nous comptons sur l'engagement des militants. C'est ce qui se passe. Si c'est l'argent qui fait la mobilisation, pourquoi UNIR ne mobilise pas plus que tout le monde? C'est le discours. Je pense, et il y a une prise de conscience généralisée aujourd'hui chez tous les Togolais. C'est ce que tout le monde observe. Aujourd'hui, les Togolais trouvent en vous cette personne capable aujourd'hui d'affronter le pouvoir. Est-ce que vous avez cette sensation aujourd'hui? Ensemble, nous avons plus de pouvoir. C'est pour ça qu'on s'est mis au niveau de la coalition. C'est ensemble maintenant que nous affrontons le pouvoir. Avec le soutien du peuple et de la diaspora. Oui, ce n'est pas un combat solitaire d'Achadam, non, pas du tout. Mais vous n'avez pas de ce discours. Un discours modéré, vous ne l'avez pas. C'est quoi un discours modéré? J'utilise les mêmes mots que les autres. Peut-être que je les martèle. Je n'ai pas le même timbre de voix, mais j'utilise les mêmes mots que les autres. Chacun a son timbre de voix, vous le savez. Tipeee Achadam, quel est votre message aujourd'hui pour ceux qui vous écoutent sur la radio, vos militants, votre peuple, vous? Je répète la phrase suivante. Tout peuple debout arrive à bout de n'importe quel dictateur. On est en dictature au Togo? Oui, mais avant de dire que vous êtes fatigué, soyez sûr, rassurez-vous,
que vous êtes capable de porter pire que ce que nous avons porté, mais encore pendant 40 ans. Et ça veut dire que si vous échouez aujourd'hui, ce sera pire. Mais ils sont en train d'identifier les gens dans les villages et dans les villes. Ils sont en train de ficher les gens. Au cas où ils restent au pouvoir, ils vont rendre des comptes. Ils ont des listes. Vous tenez ça pendant que nous disons, pendant que nous on dit que si nous parvenons à notre résultat, c'est pour libérer et la majorité et la minorité ensemble en Togolais, on va s'asseoir pour discuter. C'est ça notre philosophie. Mais eux, ils se disent, ceux qui nous ont fatigués, ceux qui se sont levés contre nous, si nous restons au pouvoir, ils vont voir. C'est ça leur message. Ils le disent aux militants. Ils le disent clairement aux militants. Quand ils fouillent les maisons à Mango, quand ils fouillent les maisons à Kara, quand ils fouillent les maisons à Bafilo, qui frappent les gens juste dans leur maison à Sokoudé, ils disent ça aux gens. Vous allez voir si nous restons encore au pouvoir. Les militaires qui oui, même les militaires et les militants de UNIR. Donc, le peuple togolais n'a pas le droit de baisser les bras. Mais je le rappelle, le résultat doit être profitable pour tous les Togolais sans exclusion. C'est votre message. C'est mon message. Merci beaucoup, Tikpi Achadam. Merci d'être venu nous voir ce matin sur la radio. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, c'est la fin de Taxi Presse de ce jeudi. Merci à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Taxi Presse.